D'abord, protéger les données personnelles dans le cloud, qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les limites qu'on a aujourd'hui dans la protection des données dans le nuage? Et discuter un peu des effets attendus des diverses propositions de la Commission qui touchent au cloud computing et que nous avons faites depuis essentiellement l'année dernière. Donc, je suis désolé pour les acronymes, j'ai pas mis tous les détails, mais alors GDPR, ça veut dire General Data Protection Regulation. C'est la proposition de règlement sur la protection des données. CESL, ça veut dire Common European Sales Law. C'est la proposition d'un régime commun de droit de la vente et partiellement des contrats de la Commission. CC Strategy, c'est la Strategy Cloud Computing. Et on a aussi publié en début d'année une Cyber Strategy, qui est une stratégie sur la sécurité, sur la sécurité dans le monde virtuel, et aussi ce qu'on appelle l'Umbrella Agreement, qui est une proposition d'accord avec les États-Unis sur les transferts de données dans le domaine police-justice. Alors, qu'est-ce qu'on veut protéger? Qu'est-ce que ça veut dire protéger les données personnelles? Les données personnelles, c'est toutes les informations qui concernent une personne ou une personne qui est soit identifiée, soit identifiable, et qui peut être identifiée soit directement, soit indirectement par un responsable de traitement, donc par une entreprise, ou par un tiers. Et il y a une clause qui rend les choses plus raisonnables, qui est donc une personne peut être identifiée par des moyens raisonnables. D'où vient la protection des données? La protection des données est dans la Charte des droits fondamentaux et dans l'article 16 du traité. Donc, ça veut dire qu'il y a une compétence de la Commission pour agir pour faire des propositions dans ce domaine. Et c'est un droit fondamental de tous les individus en Europe. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas une option. C'est obligatoire, quelque part. Alors, protéger les données dans le cloud computing, c'est quoi, de notre point de vue, le cloud computing? Nous, ce qu'on observe et ce qui nous pense qui est important de noter, c'est que on va quand même dans la direction où l'informatique distribuée devient de plus en plus un service public. Ça veut dire quoi un service public? Ça veut dire qu'il y a un réseau de distribution. Le président de séance le disait tout à l'heure. Des tuyaux, et puis il y a un réseau de production, et puis c'est offert à la demande de façon sécurisée avec un paiement à l'usage. C'est utilisé par tout le monde. Ce matin, il y a une personne qui disait 49 sur 50 de mes clients l'utilisent. Et c'est plus économique que les solutions qui existent. Il y a une dimension de producteur et de consommateur. C'est un système globalisé. Et, bon, ce qui est important de noter aussi, c'est que contrairement à beaucoup d'autres services publics, on peut le décentraliser de façon assez simple. C'est-à-dire qu'on peut fournir des services de cloud computing depuis n'importe quel pays, dans n'importe quel pays. Ce qui, pour beaucoup de services publics, est plus compliqué. L'électricité, ça ne se transporte pas très bien. L'eau, c'est pareil. Donc, on a cette nouvelle dimension et on a un phénomène de concentration massive dans le sens où, comme pour l'électricité ou comme pour l'industrie automobile, chaque nouvelle génération de centres de données écrase est plus grosse que la génération précédente et écrase tous les petits centres de données existants, simplement parce qu'on a cette dimension capitalistique et cette dimension de mutualisation qui fait qu'on a une très forte concentration. Les centres de données de Microsoft recouvrent une vingtaine de terrains de football, donc c'est grand, il y a des millions de serveurs et c'est opéré par 30 personnes. Et donc on a une grande dimension de concentration. Et alors, qu'est-ce qu'on doit garantir d'un point de vue de la protection des données pour toutes ces données qui vont être mises dans ces centres de données gigantesques et géré par donc un espèce de service public
qui fournit cette informatique à la demande, d'une certaine façon. Donc, les trois principes classiques de la sécurité, c'est confidentialité, disponibilité, intégrité. C'est ce que tous les ingénieurs en sécurité informatique apprennent quand ils font leurs études. Mais si on regarde les prérequis qui viennent de la protection des données, il y a d'autres concepts qui sont importants, qui sont la transparence du traitement, qui sont le principe de savoir pour quelle finalité on traite les données, qui sont aussi de minimiser la quantité de données traitées, c'est-à-dire toute une idée de proportionnalité. On ne doit pas traiter des données personnelles si on n'a pas de finalité ou si c'est disproportionné par rapport aux finalités. Il y a la notion de droit des individus par rapport à ces données, c'est-à-dire à partir du moment où des données sont des données personnelles, identifiables, identifiées, l'individu a un droit d'accès à ces données, un droit de modification, un droit de rectification et même dans certains cas un droit d'effacement. Il y a une question de portabilité, indépendamment de ce qu'on discutait ce matin, qui est la portabilité des données à la fin du contrat. Même au cours du contrat, l'individu dont les données sont traitées par un fournisseur ou un prestataire doit pouvoir les récupérer pour son usage propre. Et il y a une dimension de responsabilité. Donc il y a une forte dimension de responsabilité de la personne qui traite les données d'un individu, qui est responsable de l'usage qui en est fait quelque part. Alors, qui sont en anglais on dit stakeholders, je suis désolé, je bafouille un peu parce que ça doit être la première fois depuis au moins un an que je fais une présentation en français. Mais, donc, les différentes parties prenantes dans le contexte du cloud computing, on a donc les fournisseurs de services. Et si on les regarde du point de vue de la législation protection des données et de la directive actuelle, la directive de 1995, le sous-traitant n'a pas un très grand rôle, parce que le sous-traitant est responsable de garantir la sécurité des données, en résumé, et n'est pas n'est pas le responsable de traitement. Le responsable de traitement, c'est plutôt le client, dans la plupart des cas, qui donne les instructions, qui est responsable vis-à-vis des individus, c'est-à-dire s'il y a un droit d'accès, si vous avez, je ne sais pas, votre pharmacien qui traite vos données dans le cloud computing, c'est votre pharmacien qui, vis-à-vis de vous, est responsable de tout ce qui se passe. Ce n'est pas son fournisseur qui peut être Google, qui peut être Microsoft, qui peut être n'importe quel fournisseur de services en ligne. Et alors, donc, on a l'entreprise qui utilise le cloud computing, qui, au sens de la protection des données, s'appelle le responsable de traitement, et à qui la majeure partie des responsabilités échoit. Ça marche bien dans un modèle d'entreprise à entreprise, parce que ça permet de clairement identifier qui est le responsable, et de clairement identifier qui est le donneur d'ordre, et le donneur d'ordre est responsable. Mais dans un contexte où on a une relation entre un individu et une société, par exemple si vous gérez, ou même d'une petite organisation et d'une société, ça marche moins bien. C'est-à-dire que la personne, l'individu, si vous avez un contrat avec Microsoft et que vous traitez les données, je ne sais pas, de votre club de foot ou d'autres aspects, vous allez aussi être responsable de traitement et avoir toutes les responsabilités juridiques par rapport au traitement, sauf si ça rentre dans le cadre de vos activités domestiques, mais à partir du moment où le traitement est accessible à un nombre illimité d'individus, avec l'arrêt Lindquist de la Cour de justice, vous êtes responsable. Il y a un peu un déséquilibre entre le fournisseur de services qui vous fournit un service tout packagé, tout préparé, et l'usage et les responsabilités qui restent de votre côté des vôtres. Alors, quel est le responsable pourquoi la Commission, pourquoi les gouvernements s'intéressent au cloud computing? Ça revient à la question précédente. On a maintenant quand même un enjeu politique beaucoup plus important que ce qu'on avait dans le contexte précédent avec, on en parlait avant, les contrats de service.
le fait que le cloud computing devienne de plus en plus et soit de plus en plus perçu comme un service public, ça devient un problème aussi pour les gouvernements. On parlait tout à l'heure du cas de Mega Upload, ça reste anecdotique le fait que Mega Upload ait été fermé parce qu'il y avait beaucoup de données illicites à l'intérieur de Mega Upload, même s'il y en avait aussi des licites probablement. Maintenant, si Office 365 était fermé pendant 15 jours, il y a plusieurs dizaines de millions d'entreprises européennes qui utilisent Office 365 et toutes ces entreprises ne pourraient plus facturer, pourraient plus fonctionner. Et ça, à 15 jours d'une élection, c'est la crise. Donc on voit qu'on a une dimension beaucoup plus politique du cloud computing que lorsque l'informatique était peut-être gérée dans les sous-sols des entreprises ou de manière très fragmentée. Alors, quelles sont les limites connues du cloud computing? Et je vais, c'est pas une liste exhaustive, et je vais le prendre plus du point de vue du cloud computing fourni comme une infrastructure en regardant toute la panoplie des services possibles et des applications complexes qu'on peut avoir sur le cloud computing, mais juste le service de base qui est un service d'enregistrement en ligne de données, qui est et éventuellement un service d'exécution d'applications, qui est l'infrastructure sur laquelle tout se construit. Les questions qui se posent, c'est où sont les données, qui est responsable de quoi, quel est le vrai niveau de sécurité et de protection des données, quel est le degré d'isolation des différents utilisateurs, comment garantir la disponibilité du système, est-ce que ça marche, comment sont gérés tous les risques exploitables depuis l'Internet, qui étaient des risques qui étaient présents quand l'informatique était faite dans le sous-sol des entreprises, mais qui étaient beaucoup moins visibles et où on n'avait pas ce problème d'infrastructure ouverte, où chacun peut se connecter partout. Et quels sont les risques de souveraineté, les risques liés à la confidentialité des données. Hein, on voit tous les jours tous ces articles sur Prism, sur l'espionnage par les Américains, et ainsi de suite. Alors, où sont les données? Alors, est-ce que c'est une vraie question? Alors, on peut dire, c'est pas vraiment la vraie question, c'est pas de savoir où sont les données, mais qui a accès aux données. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai. Où sont les données? Ça joue juste l'emplacement physique des données. Je donnais un exemple. Il y a eu des inondations à New York il y a 2 ou 3 mois, et à cause des inondations, ils n'avaient plus d'électricité, et donc ils ont décidé de couper les centres de données. Bon, alors si l'application que vous avez là-bas est une application mineure, c'est pas très important. Si c'est le système fiscal d'un pays qui tourne sur le centre de données en question et que ça tombe en panne à 2 jours de la deadline pour remplir ses impôts, c'est un problème. Et donc la question de la localisation des données, simplement où sont physiquement les données, c'est déjà une vraie question. Mais c'est une question qui s'élargit très vite, parce que, ok, je sais où sont les données, elles sont, mettons, à New York. La question après, qui a accès aux données? Et on voit que et à partir d'où? Parce que là encore, on va dire, et on voit que dans beaucoup d'applications, si on prend par exemple une application d'une grande société pétrolière en France, qui remplit les stations-service, alors les données sont en France, mais pour remplir les stations-service, il y a pas mal d'opérations manuelles. Donc toutes les opérations manuelles sont en Inde. Donc qui a accès à la configuration du système et de l'application? Quel est le droit applicable? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un problème qu'on y a accès depuis l'Inde? Et ensuite, après, quelles données sont couvertes? Parce que souvent, on va dire, je vais encrypter mes données. Mais si vous regardez les comparatifs techniques des divers systèmes de cloud qu'on voit aujourd'hui, est-ce que l'arborescence des fichiers est encodée aussi? C'est-à-dire, si vous créez un dossier de client qui s'appelle client machin, lui il y a son nom, donc c'est des données personnelles. Souvent, l'arborescence, dans beaucoup de systèmes de stockage en ligne,
n'est pas encrypté. Donc ça veut dire que vous avez toute une partie des données qui vont être accessibles ou partiellement accessibles. On voit tout de suite que le problème se démultiplie. Le problème de où sont les données couvre une quantité énorme de questions. Alors que fait la Commission par rapport à ça? Et je suis désolé, c'est une présentation un peu marketing. À chaque fois, je vais vous dire ce que nous on fait, et puis il y a pas mal d'autres problèmes à résoudre. Mais nous, ce qu'on fait, donc, dans la proposition de règlement sur la protection des données, la première chose visible, c'est que c'est un règlement pour toute l'Europe, et c'est la même loi applicable partout. Donc, cette idée de problème de droit applicable qui dépend de la localisation des données, de qui a accès aux données, et ou qui décide de transférer les données d'un endroit à un autre, une grande partie de ces problèmes, lorsqu'on reste à l'intérieur de l'Union européenne, est grandement simplifiée par notre proposition parce que, au moins, c'est les mêmes règles qui s'appliquent. Alors qu'aujourd'hui, si vos données sont en Espagne, les règles sur les mots de passe vont être différentes de si vos données sont, en particulier si c'est des données personnelles, vont être différentes de si les données sont en France. Et alors si les données sont à l'étranger, c'est encore plus compliqué. Alors, si les données sont à l'étranger, il y a une énorme différence entre le droit européen actuel, la directive de 95, et la proposition de la Commission. Pourquoi? Parce que on change la façon d'appliquer la loi. On dit que maintenant, la proposition de la Commission s'applique à tous les traitements de données personnelles qui concernent des individus en Europe, dès lors qu'on leur offre des services. Ça veut dire que une entreprise américaine qui offre des services à des individus européens doit appliquer le règlement protection des données. Ce n'est pas le cas dans la directive actuelle où la question du droit qui s'applique dépend de la localisation des données et de critères liés à si oui ou non l'entreprise a un établissement en Europe ou pas. Donc, on a une grande simplification par la proposition de la Commission qui vient un seul droit, un seul régulateur compétent, un critère d'application lié à l'individu et non pas à la façon dont l'entreprise est organisée. Et ensuite, concernant les transferts de données, donc le droit à la protection des données prévoit que si vous transférez des données vers un pays qui n'est pas adéquat, vous avez besoin de mettre un certain nombre de mesures en place pour protéger les données. Et on simplifie les autorisations nécessaires pour valider que les contrôles ont bien été mis en place, d'une part. On propose de développer les Binding Corporate Rules, qui sont en fait un système de code de conduite interne à une entreprise qui permettent de garantir que tous les transferts de données à l'intérieur du groupe sont protégés et bénéficient sont protégés et sans avoir à identifier chaque contrôle. J'ai déjà fini mes 10 minutes, non? Ça, c'est terrible. Là. C'est terrible, j'ai encore 3 transparents. Et l'autre proposition de la Commission importante dans ce domaine, c'est la stratégie Cloud Computing, dont l'objet est d'avoir un code de conduite européen auquel les fournisseurs de cloud computing puissent adhérer et qui garantissent non seulement la conformité au droit, et le code de conduite, on le construit sur la base de toutes les lois qu'on a en Europe sur la protection des données. Et disons ce que les industriels qui écrivent ce code essayent de faire, c'est de prendre en compte les différentes obligations qu'il y a dans les États membres pour les consolider. Et donc d'avoir un code de conduite qui permette à une entreprise de cloud computing de montrer à ses clients qu'elle est conforme au droit européen de la protection des données. Et ce qu'on propose aussi, il y a actuellement des clauses contractuelles types pour les transferts à l'extérieur de l'Union européenne. Et on est en train de mettre à jour ces clauses contractuelles pour tenir compte des problématiques notamment de localisation des données dans le cloud computing. Une deuxième question qui se pose, c'est quel niveau de sécurité, hein? C'est difficile de savoir si on n'a pas d'expertise technique, comment les données sont protégées, est-ce qu'il y a des backups, enfin tous les points qui ont été développés ce matin, comment les données sont structurées,
est-ce que les principes de protection des données ont été mis en place dans les systèmes? Est-ce que les données sont bien isolées d'un client à un autre? Comment fonctionne l'architecture de supervision? Est-ce que les superviseurs ont accès à toutes les données ou seulement aux données nécessaires? Toutes ces questions sont extrêmement techniques et complexes. Ce que fait la Commission, c'est pas à nous forcément de créer les standards techniques qui règlent ces problèmes, mais d'une part, on clarifie fortement dans la proposition de nouveaux règlements sur la protection des données le rôle du sous-traitant et on renforce ses responsabilités. On pense que une grande partie de ces questions qui en partie débordent des aspects sécurité, comme la gestion qui est responsable de quoi, la délimitation des responsabilités, on a vu que c'est facile d'abuser des limitations de sécurité, sont de la responsabilité du sous-traitant. On renforce aussi la dimension de gestion des risques, ça veut dire que le sous-traitant est aussi responsable d'informer son donneur d'ordre, le responsable de traitement, des risques liés à son traitement de données. Et on clarifie les principes de minimisation des données, c'est-à-dire ne traiter que les données strictement nécessaires pour la finalité du traitement. Et on introduit le Data Protection by Design and by Default, la protection des données par défaut et dès la conception, qui devient une obligation tant pour les responsables de traitement que pour les fournisseurs. Dans le cadre de la stratégie cloud computing, on a tout un travail d'harmonisation des standards techniques, c'est-à-dire que on essaye d'avoir, on parlait ce matin d'ISO 27001 qui couvre en partie la protection des données, mais qui est en ce moment étendu via les standards ISO 29000 vers la protection des données. On a tout un travail avec l'ETSI à Nice pour avoir des standards améliorés dans le contexte de la protection des données. On a aussi l'ISO 27018 sur la gestion des risques qui tient compte du droit applicable dans tous les États membres. Donc on a des standards techniques mais qui tiennent compte des prérequis juridiques. Et donc la Commission soutient le développement de ces standards. Je voudrais mentionner aussi ici le droit commun des contrats, parce que on a besoin, si on veut pouvoir comparer diverses offres, y compris au niveau de la sécurité, on a besoin d'avoir un cadre juridique commun entre les différents États membres. Si on écrit un contrat en droit anglais ou en droit français, l'engagement de sécurité qu'on prend dedans ne sera pas forcément interprété de la même façon. Hein. Je vais encore essayer d'accélérer. Comment garantir la disponibilité des services de cloud computing? Alors, c'est pareil, je le disais au début, on a maintenant un système de production, un réseau de distribution, qui sont propriétés d'entités différentes. On est dans des systèmes qui sont en réalité très complexes, avec de très nombreux sous-traitants. Donc le contrat permet de faire des SLA, des Service Level Agreement, mais on sait bien que la modélisation et la prédiction de la disponibilité du service est très difficile à mesurer. On a donc, la Commission supporte un certain nombre de projets pour harmoniser les Service Level Agreements, mais c'est un travail de longue haleine parce que un engagement de service, on peut facilement le définir dans un contrat. C'est souvent compliqué à mesurer, compliqué à vérifier, et c'est pas toujours possible d'avoir un transfert du risque qui soit satisfaisant pour le client, si vous voulez. Si le service n'est plus là du tout, les données sont perdues et on revient dans le problème qui était mentionné tout à l'heure, qui est qu'aucune solution n'est réellement satisfaisante pour le client. Ce n'est pas parce qu'on vous donne de l'espace gratuitement en échange que ça vous intéresse. Je vais aller très, très brièvement sur les aspects sécurité et malveillance pour dire simplement que la Commission a mis en place une stratégie cybersécurité qui demande aux États membres de s'équiper d'une capacité de réponse aux incidents de sécurité. C'est le cas dans tout le nord de l'Europe, y compris la France, si on dit que la France est au nord de l'Europe, c'est-à-dire qu'on a en France l'ANSSI et toute une infrastructure pour gérer les incidents de sécurité, pour surveiller les menaces
de cybercriminalité, et ainsi de suite. Beaucoup de pays ne l'ont pas en Europe, en fait, en particulier si vous allez dans le sud de l'Europe. Si vous avez un incident de sécurité, il n'y a pas de capacité de réponse au niveau des gouvernements. Et donc, c'est quelque chose que nous développons en partenariat avec les entreprises privées. Maintenant, je vais conclure sur les risques de souveraineté sur les données. Alors, la souveraineté sur les données, il faut le prendre au sens large. Il y a premièrement la question de quels sont les problèmes de sécurité nationale. Ce que je dois dire là, c'est que la Commission n'est pas compétente pour toutes les problématiques de sécurité nationale, c'est-à-dire tout l'espionnage et ainsi de suite. Néanmoins, ce qu'on pense, c'est que le fait d'avoir en Europe un cadre protecteur des individus concernant leurs données permet aussi de limiter ou de circonscrire les effets de bord liés aux aspects surveillance. De façon générale, le droit européen à la protection des données garantit la proportionnalité, la légitimité, la finalité des traitements, et garantit un droit d'accès, une protection des transferts vers les États tiers. Donc, si vous voulez, si vous transférez des données aux États-Unis, vous devez mettre des protections, y compris contre éventuellement des accès par des agences de sécurité. De même, la question de la transparence et du droit d'accès se pose aussi lorsque les données sont communiquées à des tiers pour des raisons de surveillance nationale. En particulier, et l'initiative importante de la Commission dans ce domaine, c'est l'accord qu'on appelle parapluie sur les échanges de données à des buts de police et justice. Ce qui se passe actuellement, c'est que la plupart des États membres de l'Union européenne ont des accords bilatéraux avec les États-Unis pour échanger des données quand il y a une enquête, quand il y a une plainte. Et ces accords ne garantissent pas toujours le respect des droits de l'individu, c'est-à-dire le droit de savoir que, ne serait-ce qu'il y a une enquête, d'avoir accès aux données liées à l'enquête. Et ce que la Commission essaye de faire, c'est de renforcer les garanties des Européens dans le contexte où des données d'Européens sont demandées par les autorités américaines en ayant un accord cadre. Et on pense que le fait d'avoir un accord cadre avec un certain nombre de dispositions protectrices pour les individus aura aussi une influence sur les accords bilatéraux que les États membres et les ministères de la police et de la justice ont avec les États-Unis. Voilà, bon, ça ne va pas au bout des questions de souveraineté, parce que dans le secteur privé, les questions de souveraineté, c'est aussi des questions de protection de l'innovation, c'est des questions de qui a accès à quoi. Et si on regarde même un exemple tout bête et tout simple, et c'est mes 3 dernières phrases, si vous êtes plombier à Tourcoing et que vous vendez des chaudières, et que vous vendez vos chaudières en envoyant vos devis par Gmail, qui est un service de messagerie dans le cloud, le plombier de Roubaix peut acheter le mot-clé chaudière, et à chaque fois que vous envoyez un nouveau devis vers un nouveau client, il peut faire afficher au-dessus de votre devis, de façon très ciblée et très précise, la même chaudière pour moins 20%. Et alors, forcément, on voit que ne serait-ce que la publicité en ligne et certaines conceptions de façon agressive rentrent dans les données de l'entreprise sans que l'entreprise se rende compte. Je ne suis pas sûr que le plombier de Roubaix, quand il envoie un devis par email, il sait que le plombier de 2 rues d'à côté, à chaque fois, fait afficher une publicité au-dessus de son devis quand le client la reçoit. Voilà. Donc, voilà, je conclus ma présentation là-dessus et je passe la parole à la...